C'était il y a 10 ans, le 13 novembre 2015. Ce soir-là, ils étaient au Bataclan. L'un dans la colonne d'assaut, l'autre a soigné les blessés à l'extérieur. Un troisième a perdu sa fille en ces lieux. Voici leurs souvenirs pour qu'on n'oublie jamais. Il y a eu une vraie prise de conscience après Toulouse en 2012. Sur l'école des gamins Alors nous, sur l'arrestation de de Mera, Mera. mais au-delà de ça, c'est quelle était l'évolution de la menace terroriste, qu'est-ce qu'on allait rencontrer Ouais. dans un futur qu'on ne savait pas si proche. Mhm. Et c'est là où on s'est dit, attention, danger, tout ça évolue très vite. Vas-y, avance. Pour montrer où on est dans un... He want to give you your number for him, yeah? Okay. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va visiter un village. Qui sort de ce tube de 152 mm? Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, abonnés de notre chaîne YouTube et également abonnés de l'application. Je rappelle l'existence de l'application. Parfois, ceux de la chaîne YouTube ne savent pas qu'il y a cette application où il y a tous nos documentaires et plein d'autres choses, plein de bonus. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Aujourd'hui, nouvelle édition du podcast Retex. Nouveau podcast aussi. On est à la 3 ou 4e séquence maintenant. Là aussi, on a eu pas mal de retours positifs. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Langlois. Bonjour Mathieu. Bonjour Régis. Alors Mathieu, je vais vous présenter. C'est la deuxième fois que vous venez sur Omerta. Vous êtes le médecin-chef. Vous avez été médecin-chef au RAID. Vous exercez toujours vous avez quitté le RAID en 2020 et vous êtes aujourd'hui toujours médecin. Vous étiez là de service le fameux soir, le 13 novembre 2015, il y a 10 ans. Alors, Jean-Michel Fauvergue, votre ancien patron au RAID, me disait qu'en entrant au Bataclan, pour faire face à une telle horreur, son cerveau lui commandait de ne pas regarder les visages. Vous étiez bien obligé de les regarder dans les yeux. Vous vous souvenez du premier blessé qui est venu vers vous ou que vous avez secouru? Alors je ne me souviens pas du premier, je me souviens de quelques visages, mais ce n'était pas forcément les premiers. Après, ouais, que ce soit les policiers du RAID, tous les policiers, parce qu'il n'y avait pas que le RAID. Il y avait bien sûr, il y avait la BRI, il y avait la BAC, la sécurité publique. Nous, médecins, je pense qu'au contraire, on regarde les visages et on a besoin de ce contact humain, de les regarder même dans les yeux, pour certains de leur parler, évidemment pas à tous, mais c'est vraiment... Il y a eu beaucoup de regards, y compris entre nous au sein du RAID, entre nous, entre les différents services. Moi, je me souviens énormément de contacts et de regards, ou de contacts par le regard, c'est même plus juste. Plus à la limite, il y a d'émotions, il y a de l'angoisse, il y a de l'incertitude, et on imagine bien ce que c'était, plus on a besoin justement de ce lien humain. Et est-ce que le fait de regarder quelqu'un permet aussi, en tant que professionnel, de médecin, d'évaluer son état de santé tout de suite aussi? Oui, alors évidemment... S'il réagit, s'il est capable de parler, voilà, on imagine. Ce qu'on attendait des médecins ce soir-là à l'intérieur du Bataclan, c'est justement de pouvoir en quelques secondes déterminer la gravité, de prendre les premières décisions en termes de secours, et puis d'organiser l'extraction ou l'évacuation vers l'extérieur, vers la rue Oberkampf, où il y avait les premiers pompiers.
Et que par le regard, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations médicales, ou en tout cas secouristes, qui passent par ce que nous, on observe. Alors, il n'y a pas que dans le regard de la victime, hein, il y a d'autres choses. Et puis, ça va, vu le nombre de victimes, évidemment, il faut bien comprendre que ça va vite. C'est-à-dire ce qu'on ferait à l'hôpital, dans un cadre qu'on connaît bien, où on passera plus de temps à analyser chaque blessé, ce que je fais aujourd'hui encore. Évidemment, là, dans un cadre comme dans le Bataclan, où on est encore quand on intervient, on est sous la menace. Bien sûr. Voilà. Et donc là, il faut aller vite. Il faut aller même très vite. Alors, j'ai une question particulière, justement, au sujet de cette menace. En tant que médecin du RAID, vous êtes censé porter en premier secours aux hommes de l'unité qui pourraient être blessés. Est-ce que c'est pas compliqué de s'en tenir à une mission pareille quand à côté des gens agonisent ? Il y a des priorités. Mais ça, on l'avait déjà. Alors ça, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que moi, j'avais toujours dit, quand j'étais en responsabilité, que dans la zone de danger, donc la zone sous la menace, notre rôle était de soigner tout le monde, et y compris les forcenés. Ça nous est arrivé plusieurs fois de soigner le forcené. Après, évidemment qu'il y a des priorités. Évidemment que je suis bien conscient qu'on a aussi un devoir de rassurer les policiers qui sont avec nous, qui sont des hommes particuliers, ou des femmes, mais particulièrement entraînés, préparés. Mais comme tous, ils ont aussi besoin d'être rassurés, se dire, tiens, j'ai un médecin avec moi, si par malheur il se passe quelque chose de grave, il sera là. Évidemment que ce rôle-là, on l'exerçait au quotidien. Mais moi, j'ai toujours dit, attention, dans la zone de danger, tous les blessés, vous les traitez. On les prendra en charge en fonction de priorité, et qui ne sont pas que je vais m'occuper en premier de mon pote et laisser... on avait même eu une réflexion, moi je me souviens, c'était après l'affaire Mera, donc en 2012, où on avait imaginé dans un centre commercial où on passait devant des femmes et des enfants, comment on allait organiser ce secours dit tactique, alors qu'on est dans un grand volume. Vous voulez dire que vous aviez répété un peu le Bataclan ? Alors, si on l'avait répété, on serait devin. Oui. En tout cas, on s'était préparé à des situations comme celle-là. D'accord. On savait, malheureusement, on avait regardé ce qui se faisait aussi dans le monde. Il y avait eu la Norvège, il y avait eu aux États-Unis, il y avait eu aussi en Inde. Oui, l'hôtel, le Taj Mahal à Bombay. Et donc, on avait analysé tout ça. Et mon rôle, moi, c'était d'analyser sur la particularité des secours. Et puis, il y a eu l'affaire Mera en 2012 qui nous a aussi beaucoup appris. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est vraiment préparé à un attentat dit de masse ou une tuerie de masse. Comment, dans ce type de situation, on peut non pas soutenir juste des blessés pendant un assaut, ce que les militaires font très bien, ce qu'on faisait très bien au RAID ou au GIGN. Là, comment on va arriver sur une situation qui sera déjà très chaotique, avec de très nombreuses victimes, toujours prises au piège de la menace. Et donc, on a vraiment travaillé là-dessus pour essayer de trouver les bonnes solutions. Mais quand je vous dis on avait préparé et anticipé, ça ne veut surtout pas dire qu'on avait la clé et la procédure parfaite. Voilà, il faut être dans l'adaptation, mais on l'avait quand même, on avait visualisé que ça pouvait nous arriver. Et ça change beaucoup dans la préparation. Mais visualisé au point de ce que vous avez trouvé ou rencontré au Bataclan, ou pas? C'est la vraie différence, c'est que on faisait des exercices, on avait. Je sais bien. Moi, je suis médecin. Mais au-delà de ça, la quantité de blessés. Mais voilà, des blessés par balle, j'en avais déjà vu, j'en avais déjà soigné. Bon, mais alors, même si je m'étais peut-être projeté sur des scénarios comme celui-là, la réalité, elle est 1000 fois plus dure. Ouais. Et après, c'est comment vous allez comprendre que c'est 1000 fois plus dur en quelques secondes, et comment derrière vous allez trouver les ressources pour ne pas rester KO, mais dire voilà, tout le travail que j'ai fait en amont, c'est maintenant qui va me servir, même si je sais pas exactement comment ça va se passer. Sur la question de la menace, vous êtes face à des terroristes qui sont un peu identifiés, mais pas complètement.
Vous ne savez Quand pas on rentre- exactement combien il y en a. Vous ne savez pas ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts, s'il y en a d'autres qui peuvent intervenir. Comment Et- vous gérez ça? Ben, c'est tout l'intérêt d'être. Je suis pas un médecin seul dans son coin. Non. Je suis un médecin et les autres, enfin médecins, c'est la même chose, hein. On est des médecins qui sommes préparés, entraînés et intégrés Mm. à une unité comme le RAID. Et moi, c'est hors de question de rentrer comme ça dans le Bataclan tout seul. Je rentre avec des hommes dont le métier, Mm. c'est d'analyser la menace. Et ils ont tout. Enfin, c'est des grands professionnels pour ça. Et Mm. je leur fais totalement confiance. Donc moi, à ce moment-là, j'ai bien compris que la menace, elle était très complexe, Mm. très incertaine. Mais une fois que j'ai chassé mes peurs, Mm. j'ai envie de vous dire, je m'en fiche un peu. Vous êtes dedans. C'est plus mon problème. Ouais. Et je suis focalisé sur mon job. Et Mm. comme vous dites, je suis dedans. Mm. Quand vous, ça fait 10 ans que ça s'est passé. Est-ce que vous considérez qu'au niveau de la médecine d'urgence, comme ça, presque de la médecine de guerre, mais dans des contextes civils, même s'il y a des kalachnikovs, pour vous, il y a un avant Bataclan et un après, Alors, sur la du point de médecine- vue de votre profession? Ouais, non, mais c'est Ouais. le nom. C'est ça, c'est Rotex. Le nom du podcast, il Voilà. me va parfaitement. C'est que ce qui est sûr, c'est que à partir de 2015, alors au RAID, on avait commencé, au GIGN aussi, on avait commencé un peu à réfléchir à cette problématique-là, mais on l'avait pas vécu. Et donc, tant que vous l'avez pas vécu, c'est pas du tout la même chose. Et donc, c'est sûr que le Bataclan a été très, très, très riche en enseignement pour la médecine d'urgence. Et bien au-delà de uniquement le soutien d'unités RAID, BRI. Est-ce que vous pouvez détailler un peu ça, Mais cet aspect? il y a plein de choses. On a, en France en particulier, un truc tout bête, c'est qu'on, sur toutes les catastrophes, on pensait qu'en amenant les médecins, même quasiment des blocs opératoires, un haut niveau de technologie médicale sur place, c'était la meilleure solution. Au détriment peut-être parfois du temps, d'évacuation, d'autres choses. Et on avait déjà commencé à réfléchir, peut-être que dans certaines situations, il fallait voir autrement. Et les attentats, et le Bataclan en particulier, a vraiment servi pour ouvrir les consciences à se dire, non, tant qu'il y a la menace, c'est impropre D'amener à un secours. On peut faire du sauvetage. Mhm. Les policiers du RAID, ça faisait longtemps, ils étaient formés. Ils n'ont pas besoin de moi pour mettre un garrot. Ils savent le faire. Oui. Sauf que on a toujours dit, sous la menace, dans une zone qui est particulièrement dangereuse, et on voit ça en opération militaire, Mhm. on ne fera pas de la médecine comme on ferait aux urgences, au bloc opératoire. C'est pas du tout l'objectif, c'est d'abord d'être en sécurité. Mhm. Et après, une fois qu'on est en sécurité, on peut commencer à réfléchir à soigner, à faire D'accord. des soins Ouais. d'urgence. Et puis, on s'est aperçu en même temps, et ça, alors, les anglo-saxons ont une autre culture que la nôtre, donc c'est un petit peu... mais en France, c'est sûr que 2015 a montré que les attentats, c'est des hémorragies. Je fais très court, mais c'est des hémorragies. Et des hémorragies, il n'y a pas à se poser 1000 questions. Il faut réduire au maximum la perte Et de... évacuer. Non, mais la perte de temps Ouais. entre la blessure... Oui, donc vous êtes dans le phénomène de la golden hour. Ah, on est même, mais plus personne parle de golden hour. Ouais, Je suis désolé, on mais parle de quoi alors maintenant? C'est quoi l'unité de temps? ben, l'unité de temps, c'est le plus court possible. Ouais. C'est-à-dire que si c'est 2 minutes, c'est 2 minutes. D'accord. En fait, il faut et le rôle des gens qui vont intervenir, qu'ils soient les primo-intervenants, que ce soit des citoyens témoins, en fait, il faudrait tous qu'on soit portés sur le même objectif, qui est de gagner du temps, qui de toute façon est déjà on est déjà en retard sur la blessure et sur l'hémorragie. Donc, il faut surtout tout faire pour limiter cette perte de temps. Et moi, j'avais souvent dit que le rôle des médecins dans des situations comme celle-là, dans les zones de particulièrement d'enjeu, on n'était plus des médecins soignants avec une réflexion uniquement portée sur quel est le meilleur soin. On devait être des accélérateurs de flux. C'est-à-dire qu'il faut imaginer des flux de la zone de danger vers l'hôpital et non plus ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire de l'hôpital vers la zone de danger.
Donc ça, c'est un vrai changement. Et ça, il faut bien avoir une vue. C'est que c'est un flux avec plusieurs acteurs qu'il faut coordonner. Tout ça, c'est loin d'être simple. Parce que c'est pas le médecin du raid ou le policier dans le Bataclan qui va l'emmener jusqu'à l'hôpital. Non, Il y évidemment. aura les pompiers, le SAMU, Ouais. l'accueil à l'hôpital. Mais tous ensemble, il faut qu'on gagne du temps. Et, Enfin, il faut limiter la perte de temps. et tout ce process de sauvetage, d'évacuation, peut-être de stabilisation aussi, de certains blessés, au départ, est-ce que ça s'est fait dans le chaos ou comment est-ce que vous avez trouvé un ordre à un moment Ça, c'était co- notre rôle. Et- Mais au début, alors oui, Ça a on dû était être alors, au début, on était, dantesque à au, faire. au début, on était dans le chaos absolu. Hmm. Ça, c'est une évidence. C'est ce que la médecine de catastrophe décrit très bien. C'est-à-dire il y a un afflux de blessés avec peu de ressources. Oui, en plus. On est peu de médecins, Mhm. on est peu de personnes capables de secourir. Il y a peu de brancards, il y a peu, enfin, tout est réduit. Donc il y a peu, on est vraiment dans une situation très dégradée, y compris pour exercer notre métier. Et ça ne doit pas être un obstacle, ça doit être quelque chose sur lequel on doit apprendre à se transformer, à trouver les moyens de s'adapter, parce qu'on ne sera jamais comme si on était à l'hôpital avec plein d'équipes médico-chirurgicales et que chacun son patient. Non, là, ça ne va pas être du tout le cas. En l'occurrence, sur le Bataclan, c'est vous qui avez qui avez dit, bon, voilà, qui avez organisé tout. Mais en fait, il faut l'objectif global, on le savait presque avant de rentrer, parce qu'on avait travaillé. Ouais. En gros, c'était de faire sortir toutes les victimes encore vivantes, blessées, impliquées, enfin peu importe, le plus vite possible. Ça, c'est quelque chose, c'est la stratégie, on la Vous avez déjà travaillé, ouais. Ça, voilà. Après, comment on va y arriver? Alors là, oui, on est passé par toutes les phases du chaos, enfin de la confusion, jusqu'à arriver à l'objectif final. Et on y est arrivé, en tout cas pour la fosse, elle a été évacuée avant l'assaut au premier étage, qui n'avait jamais été fait dans le monde avec autant de victimes pris au piège d'une menace. Mais il ne faut pas imaginer que vous faites un tableau Non, bien sûr. en disant, bon, l'objectif est là, donc petit 1, petit 2, petit... Non, on a avancé étape par étape. Empirisme, quoi. Voilà. Et ouais, on a appris en marchant. Enfin, on a appris. Ouais. On a avancé, en tout cas. Et en créant beaucoup de synergies, et en particulier les policiers de la BAC, du commissariat, qui étaient un peu KO et démunis face à une situation qu'ils n'avaient jamais vécue et imaginée. Notre rôle, ça n'a pas été de le faire à leur place. Hein. Notre rôle, ça a été juste par des regards, par un partage d'analyse et de décision, les mettre les mettre en ordre de marche. Et après, ils ont fait un travail. Je pense qu'ils n'ont malheureusement pas été assez remerciés, mais ils ont fait un travail démentiel. Il y a eu pour vous des miracles ce soir-là, des gens que vous avez vus dans un état, vous avez dit celui-là, il va pas, puis qui finalement survit. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a arraché à la mort des gens, ça c'est sûr. Parce que de toute façon, il fallait surtout pas rester dans cet enfer. On ne sait pas comment ça peut... On parle de surattentat. Oui, bien sûr. Heureusement, l'assaut qu'a lancé la BRI s'est très bien passé, mais ça aurait pu être vraiment un autre scénario. Donc, il n'y avait pas à se poser de questions. Il fallait que tout le monde sorte le plus vite possible. Imaginez qu'il y avait un sac piégé au milieu du oui, bien sûr, ça pouvait être prévu par les mecs, d'ailleurs. Bon. Et donc, tous ceux qu'on aurait réussi à sortir avant... auraient survécu, quoi. Avaient en tout cas une chance, voilà. Après, sur le plan médical pur, c'est compliqué de répondre. C'est déjà compliqué dans un environnement très médical. On a essayé d'analyser les décès. On a essayé de voir, moi ça a été une vraie réflexion, de voir est-ce qu'il y avait des blessés qui ont des lésions qui auraient été compatibles avec la survie si on avait été plus rapidement sur l'hôpital. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut le prouver. En tant que médecin, moi j'ai besoin d'avoir des preuves scientifiques validées. Et on est, malheureusement, il y aura beaucoup de questions sans réponse. Et même si j'ai, à titre perso, évidemment, j'ai une petite idée.
Et donc ça reste des données confidentielles, tout ça. Enfin, en tout Ouais, cas, je crois, oui. ouais. Pour ce qui est il y a des priorités aussi quand vous les établissez. Alors ça, c'était notre rôle. Ouais. Et on avait, là encore une fois, on avait bossé. Comme c'est des hémorragies, ça va très vite. Mais c'est tous des hémorragies. Ouais. Donc Mm. c'est simple, hein, c'est que des hémorragies. Après, elles sont plus ou moins graves. Je crois qu'en secourisme, dès qu'il y a du sang, s'il y a une victime qui n'a pas de sang, on va sur celle qui saigne, c'est ça? Enfin, non, je me trompe. Mais elles saignent tous. Oui, Enfin, là, en l'occurrence, oui. enfin, C'est des blessures par balle. C'est des Ouais. blessures par balle. Encore une fois, dans l'enfer du Bataclan, mais c'est vrai aussi en médecine d'urgence, peu importe le type de projectile, on dit oui, d'accord, des armes à haute vélocité, telles que les fusils d'assaut, font grosso modo des dégâts plus importants qu'un 9 mm ou qu'un coup de couteau. C'est pas si évident que ça. Et en plus, ça doit pas changer. Je ne suis pas un spécialiste de la balistique, mais ça ne doit pas changer notre manière de faire, en tout cas en préhospitalier. J'ai envie de dire, on s'en fout de l'arme ou du projectile. Nous, c'est l'hémorragie qui nous intéresse. Et là, il n'y a pas de rapport entre la Kalachnikov ou un coup de couteau. Ça saigne, il faut aller vite. Voilà, je suis un peu simpliste, mais ça m'a permis de me sortir de pas mal de situations.